bienvenue sur cette émission Émergence en compagnie de Didier Weiss. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir en appuyant sur le pouce, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez aussi participer financièrement sur le Tipeee. Je vous souhaite une très bonne émission et on se dit à maintenant. Hello, hello, bonjour Didier. Bonjour Clément, ça va? Oui, très très bien. Merci de répondre à l'invitation d'Émergence. Oui, C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Donc, comme d'habitude, tu sais, Émergence, je commence avec une petite citation inspirante. ok. Alors, cette semaine, je voudrais citer Albert Camus. Au milieu de la haine, j'ai trouvé qu'il y avait en moi un amour invincible. Au milieu des larmes, j'ai trouvé qu'il y avait en moi un sourire invincible. Au milieu du chaos, j'ai trouvé qu'il y avait en moi un calme invincible. J'ai réalisé à travers tout cela que, au milieu de l'hiver, il y avait en moi un été invincible et cela me rend heureux. Albert Camus. Bon, bah tout est dit, fin de l'émission. Bon bah du coup on fait 90 minutes de silence pour que. Oui, c'est ça. Tu sais bien que c'est pas mon fort le silence, hein. Eh bien, alors en parlant de silence, merci pour la transition. Donc traditionnellement dans Émergence, il y a un temps de 1 minute que moi j'appelle un temps de méditation, mais ça peut être un temps de recentrage où je faisais sonner une petite cloche. Et puis pendant 1 minute, alors l'invité et moi, on donnait un peu nos instructions. Donc moi souvent je disais bah on va être attentif à notre souffle. Anthony l'avait dit la dernière fois, faut laisser être tout ce qui est. Et donc on faisait ce petit temps d'1 minute. Et puis là avec toi, pendant qu'on essayait de régler le son de ce Zoom et la petite cloche, la petite cloche refusait obstinément de se, de se présenter à toi. C'est ça, Et donc c'est donc, un signe divin qui dit arrêtez avec les méditations. alors justement, on va pouvoir parler de ça. Ça va être notre première question. Toi, tu disais qu'en fait, t'es pas du tout un méditant et que tu voulais, bah, justement, tu peux peut-être nous en parler finalement pourquoi la méditation est pas si intéressante, en tout cas de ton point de vue. D'accord. Je ne, absolument, je ne jette aucune pierre sur la méditation. Je pense qu'il y a des possibilités magnifiques de découverte à travers cet outil. C'est un outil particulier, on pourrait dire. Qui a absolument fait son travail dans plein d'histoires. Et je ne suis pas là pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Je note quand même qu'à un certain niveau on pourrait dire, d'exploration, parce que je vois cette méditation, c'est plutôt une exploration. L'idée même de la méditation devient en fait contre-productif d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des moments spirituels, donc de méditation, et des moments ordinaires, cette vie de tous les jours qui serait à ce moment-là hors de la méditation. Alors, ce que j'essaye de faire à travers mon message, à travers les ateliers que je propose, c'est d'amener cette méditation les yeux ouverts dans la vie de tous les jours, de dire en réalité, il est possible, et c'est même le seul endroit, que le cœur de la vie soit visible dans tous les sens. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'une forme particulière de guidage. euh, et de fermer les yeux et de retourner vers l'intérieur. Quel intérieur? C'est vraiment la question que je pose. L'idée même d'intérieur-extérieur est peut-être un obstacle à un moment donné qu'il faut essayer de mettre en place, enfin, essayer d'éclaircir, parce que c'est souvent un écueil, j'ose dire, dans la recherche. Et en même temps, quand on a un mental agité, souvent, on est tellement pris par le mental que la méditation, ça va être un temps de répit finalement dans des journées qui parfois semblent très agitées, très stressantes, etc. D'accord. Mais donc, du coup, les techniques, on peut dire, de méditation peuvent amener à ce répit. On est d'accord, c'est une forme de disponibilité, un contexte plus favorable. Ramesh Balsekar, il proposait un verre de whisky. C'est une Hmm. autre forme de méditation. Je ne suis pas là pour pousser du tout à l'alcool, mais c'est juste pour illustrer que ce qui est peut-être plus important qu'une méditation, c'est une détente existentielle, quelque chose qui est un contexte favorable, on pourrait dire, qui peut être fait de plein de façons différentes, pas forcément dans une méditation formelle. Et la méditation formelle,
à un moment donné, il va être comme une forme d'habitude qui se met en place, donc qui va dire cela que je suis, je le vis plus intensément dans la méditation. Donc ça va être en fait une prophétie autoréalisatrice qui va faire qu'en sorte, au final, eh ben, ce sera que dans ces moments-là que cette clarté pourra se mettre en place. Et donc c'est un outil à double tranchant quelque part. Hmm, magnifique. Alors, on va décortiquer, ou on va essayer de décortiquer tout un tas de choses justement autour de ces thématiques. Et avant d'aller dans ce vif du sujet, est-ce que tu peux dire deux mots sur toi et sur la raison pour laquelle tu t'es mis à partager sur ces sujets? La raison, on le sait à travers cette invitation de la non-dualité, elle n'est pas elle n'est pas localisée, elle n'est pas quelqu'un qui prendrait la décision, justement pas. On pourrait dire que c'est un complot divin. J'aime beaucoup cette expression, le complot divin qui dit que pour que une action, une décision, une parole, une pensée arrive, c'est la totalité de l'univers qui est à l'œuvre sous un angle particulier, hein. Donc c'est vraiment ça le côté unique, le côté personnel, et je mets des guillemets par rapport à ça. Et donc, le fait qu'il y ait à un moment donné partage ou pas est fondamentalement en dehors de toute, on pourrait dire, plan de carrière spirituelle, Mm, mm, parce que soit ça vient pas. mm, mm, mm. Dans mon histoire, pour faire court, donc les dernières années de ma recherche, c'était en présence de Ramesh Balsekar. Ramesh Balsekar, pour ceux qui ne connaissent pas, était un enseignant qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, qui habitait Bombay. Et donc, j'ai rencontré dans les années de 95 à 98, assez régulièrement. C'était l'interprète de Nisargadatta Maharaj, donc le fameux il n'a pas écrit, mais qui a permis cette publication I Am That. Donc, je suis en français, je crois, c'est la C'est traduction. ça. Mm. Et donc, il y avait ce Ramesh qui était là, qui était disponible, qui était presque à portée de main. Bon, c'est quand même l'autre côte par rapport où j'habite, mais quand même, c'était vraiment une option. Donc, voilà, il y a eu cette rencontre, il y a eu cette résonance. J'insiste beaucoup sur la résonance qui est indispensable, sinon c'est du blabla, sinon c'est juste un hobby. Donc, ce n'était pas un hobby, c'était existentiel, une fois de plus, tu vois. Et donc cette exploration, non pas méditation, parce qu'il ne propose pas de méditation non plus, il propose des explorations, a permis une déconstruction, une forme de simplification de ma vie à tel point que ce dont il parlait devenait visible, et dans le sens où il y aurait une grande évidence que en l'absence de concepts me définissant, donc en l'absence de ces croyances qui apparaissent, cela qui est évidemment visible, enfin parce que c'est exactement ça qui vit et qui se vit et qui se sait. Donc voilà, on pourrait parler à ce moment-là, dans mon cas, d'un éveil abrupt, pas à ça. C'était pas quelque chose qui s'est mis en place tout doucement. Euh, voilà, et donc j'imaginais que j'aurais pu immédiatement partager autour de ça, et puis en fait, ça s'est pas fait, une fois de plus. Donc si le complot divin dit que bah, c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment du tout. Et j'en ai parlé à mes amis autour, qui étaient vraiment pas du tout enthousiastes en disant que j'avais pété un câble. Et, j'en ai parlé à mes chats, mais bon, ils n'étaient pas très, on pourrait dire, intéressés par le sujet. Donc au final, j'ai quand même vu que c'était pas le moment, pas l'endroit, etc. Et c'était pas grave, c'était pas important, parce que voilà, la découverte qui se met en place, il n'y a pas réellement de plan personnel qui pourrait être en place. Soit les choses se mettent en place, soit elles se mettent pas en place. C'est très impersonnel, cette vie. Et il y avait une grande qu'il y a eu, on pourrait dire, des petites rencontres, donc voilà, des connexions qui se sont faites avec différents personnages de la non-dualité, et qui, petit à petit, ont un petit peu, d'une certaine manière, encouragé, enfin, disons, donné un peu la possibilité qu'il y ait un partage. Donc c'était en anglais pendant une dizaine d'années à peu près. Et puis plus récemment, depuis 4 5 ans, c'est devenu en français. Et donc avec un peu, j'ose dire, d'autres formules, d'autres formats de rencontres, d'autres principes à l'œuvre.
Voilà, mais je ne peux pas dire que c'est une décision du tout. C'est une émergence de la vie sous une forme particulière, comme ça aurait pu être autre chose. Et j'ai rencontré aussi beaucoup de chercheurs en bout de course, donc dans cette évidence de ceux-là qui sont, qui retournent planter des poireaux et traire les vaches, parce que pour eux, c'est la chose parfaite à faire à ce moment-là. Donc voilà, c'est pas une obligation de communiquer, pas du tout. Ouais, je pense que pour pas mal de chercheurs, en fait, pendant la phase de recherche, on se projette Ouais, et on imagine justement qu'on va partager euh, parce qu'on voit ça comme une espèce de panacée, comme un espèce de remède universel. Et, euh, et en fait, je suis en train de me dire, c'est que le sujet dont on parle, qu'on va nommer éveil spirituel, pour mettre une étiquette dessus, il peut concerner chacune des personnes qui écoutent, mais c'est pas forcément en fait une thématique universelle. En fait, il y a peut-être plein de gens en fait qui ont tout à fait raison de pas du tout s'y intéresser. Enfin, en tout cas, qui ont aucune raison de s'y intéresser. bien sûr, parce que cette vie, c'est la même partout, hein, réellement. Il n'y a pas de hiérarchie qui dirait que le contrat qui a été signé à la naissance, il faut absolument que ce soit à travers ce qu'on appelle cet éveil. Il y a des vies de formats différents, de, de textures différentes, de souffrances différentes, on pourrait dire. Donc ce sont des contrastes, ce qui fait ce tableau incroyablement contrasté, précieux. Et il n'y a pas de hiérarchie qui dit une vie ne vaut pas la peine d'être vécue s'il n'y a pas éveil. Je le vois, en tout cas de mon point de vue maintenant, que c'est juste une des options de la vie et c'est pas la seule, absolument pas. Ouais. Et en même temps, il y a souvent cette énergie au début quand il y a la découverte de cette espèce de petit monde ou de sous-monde spirituel ou peut-être religieux dans certains cas parce que les frontières entre les deux sont pas si nettes. Il y a souvent ce truc, mais j'ai découvert un truc génial, c'est la solution à tous les problèmes, il faut absolument que tout le monde s'y intéresse. Et Dieu merci, il y a une résolution, en fait, justement, s'il y a une sincérité, il y a une résolution de cet élan. Et du coup, on ne devient pas quelqu'un qui veut convertir les autres. Non, Alors c'est que, pas possible. C'est pas voilà. possible. Parce que il y a, déjà, bon, on va en reparler plus tard, je pense, mais ce concept de l'autre mute vraiment profondément. Donc, cette idée que il y a quelqu'un là-bas à aider se transforme. C'est pas que ce quelqu'un disparaît, mais c'est plus envisagé de la même façon. Donc, il y a au contraire une grande, plus qu'une compassion, il y a une grande tendresse pour cet autre aussi différent. Parce que tout c'est magique, ces formes et ces couleurs incroyablement diverses, hein. Donc la diversité de la vie est à être célébrée, pas un problème à résoudre réellement, tu vois. Alors, tu sais, un truc que j'ai remarqué quand j'enregistre les émissions et que je regarde ensuite les stats sur YouTube, je m'aperçois qu'en fait, la plupart des gens, ils regardent le début de l'émission, puis au bout d'un moment, ça va baisser, puis après, ça se stabilise. Et donc, je me dis qu'au début, il y a plein de curieux qui regardent l'émission. Et puis après, c'est plus les spécialistes qui veulent vraiment aller plus profondément dans le sujet. Et là, je me dis, bah, peut-être qu'il y a encore des curieux qui sont avec nous. Peut-être même il y a des gens qui sont tombés sur, tu sais, sur l'émission par hasard sur YouTube par Tout la à magie fait, des algorithmes. tout Et à du fait. coup, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces gens-là, par exemple, là, qui sont en train de se dire, mais de quoi ça parle? Hmm, Qu'est-ce que c'est que l'éveil? Hmm. bien sûr. Bien sûr, c'est une question qui est honnête, parce que si un concept apparaît dans une conversation, il faut qu'il ait du sens réellement. Euh, donc c'est pas une abstraction, c'est pas une espèce de concept philosophique, c'est une description concrète d'une possibilité dans une vie d'homme qui est euh, absolument définie, donc des fois définie précisément, ça s'appellerait un événement, donc c'est pas vraiment un événement, mais en tout cas qu'on pourrait donner un point particulier ou quelque chose de plus fluide, mais qui au final amène, et c'est vraiment la définition de l'éveil, la disparition, donc c'est la disparition, hein, c'est un moins, c'est pas un plus, de toute une activité, donc c'est pas quelqu'un, c'est une activité, c'est impersonnel, qui raconte une forme d'isolement de cela que l'on est dans un corps, dans une tête, à distance d'autres corps, d'autres têtes, dans un monde immense, hostile.
Et cette perspective-là, donc ce qui est un mécanisme à l'œuvre, qui n'est pas une réalité, peut diminuer petit à petit et disparaître à un moment donné. Et en cette disparition, c'est la définition de cet éveil qui dit, mais en réalité, ce sujet que je suis n'a jamais été enfermé dans un corps, dans une tête, n'est pas une petite chose à distance des autres personnes, n'est pas même né quelque part. L'évidence va se mettre en place parce que ce n'est pas, euh, on pourrait dire, inclus dans la ligne temporelle. Donc c'est ni spatial ni temporel. Et donc ça pourrait dire, ça pourrait donner l'impression que c'est une forme de folie. Du point de vue habituel d'interprétation de la vie, oui, c'est une forme de folie. Sauf que cette folie, elle a cette incroyable capacité d'enlever tellement de souffrance dans la vie, et non seulement de souffrance, mais d'épuisement existentiel. Parce que fondamentalement, la condition humaine souffrante, habituelle, est une condition souffrante et épuisée. C'est-à-dire que toute une vie est là pour se reconstruire, se définir, se vérifier qu'on est bien existant dans un corps, dans une tête. Et cette activité-là de reconstruction permanente est une forme d'épuisement inutile, totalement inutile. Donc, juste mon témoignage, c'est, et les gars, il y a l'option d'une vie non épuisée, non souffrante, euh, qui est finalement pas si loin que ça. C'est juste remettre un peu on peut dire les éléments de notre vie dans un ordre un peu différent. C'est une grille de lecture différente, tout simplement. Magnifique. Alors, je voulais y aller tranquille pour commencer. Puis et en fait, c'est vrai que l'évocation de ces, euh, de ces concepts sur notre vécu, sur la réalité, moi, je les trouve toujours ultra explosives. Et, et ça m'amène à une question. Est-ce que pour revenir à notre véritable nature, justement, pour cette vie un petit peu allégée de tous les encombrants de l'identification, est-ce qu'il y a vraiment besoin de comprendre tous les angles des partages, notamment de tes partages? Tu as une chaîne YouTube qui a beaucoup de contenu et tu vas partager sous plein d'angles différents finalement. C'est comme si tu attaquais le problème sous plein d'angles différents. Et j'ai remarqué que du côté Clément, il y avait des angles, quand on parlait, c'était tout de suite, bah voilà, c'est tellement une évidence, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Et souvent, la curiosité intellectuelle va quand même amener à explorer d'autres angles. Et alors là, ça galère un peu plus. Et je me dis, oh là là, j'ai mis le truc je suis dans un engrenage. J'essaie de comprendre intellectuellement, ça marche pas du tout. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin de tout comprendre, en fait. Bien sûr que On non. est d'accord. Bien sûr que non. C'est souvent ça, c'est que dans certaines situations, par exemple, c'est juste un exemple, euh, s'il n'y a pas le problème, si l'identité n'est pas sous une forme qui est décrite, il n'y a même pas la compréhension du problème, qu'il y a un problème qui est à l'œuvre et qui essaie d'être résolu. Donc il y a une solution de quelque chose qui n'existe pas. Donc en écoutant la solution, ça fait aucun sens. Si je dis, mais je ne comprends même pas de quoi il parle réellement, parce que c'est pas mon vécu. Et c'est souvent le cas. Bien sûr, il y a toujours des aspects qui sont décrits qui ne résonnent pas et ils n'ont pas besoin de raisonner. Donc j'en parle souvent comme donc cette impression d'être une petite chose séparée, localisée, comme d'une activité de ce qu'on appelle Maya, donc dans la tradition de l'Advaita Vedanta. En tout cas, c'est une des définitions de Maya, c'est pas la seule. Et, euh, et cette Maya, elle a un peu une activité polymorphe. Donc, c'est généralement pas une seule activité. Donc, c'est plusieurs. Donc, c'est pour ça que j'ai ce qu'on appelle une boîte à outils à l'œuvre. Mais la boîte à outils, elle n'a pas besoin d'être utilisée dans son entièreté, en fait, réellement. Parce qu'une fois que ça a été démonté, j'ose dire suffisamment, il y a comme une forme d'implosion qui se met en place, parce que ça se tient plus. Cette construction imaginaire ne tient plus. Et il suffit juste de démonter suffisamment, et suffisamment, c'est différent pour chacun de nous, donc on ne sait pas ce que c'est réellement, mais c'est pas aller jusqu'au bout du bout du bout du bout de tout. C'est juste à un moment donné, ça s'écroule, ça s'effondre, et c'est juste ça qui est. Et puis voilà, mais après le reste, on s'en fout complètement, c'est pas important, absolument pas, bien sûr. Ouais, c'est comme s'il restait une espèce d'activité fantôme, mais qui est vue comme un fantôme, en fait.
Il n'y a pas forcément besoin que le fantôme disparaisse tout de suite ou complètement. Disons que Même si, s'il y a encore une forme d'activité souffrante, c'est possible qu'elle soit en- là encore par habitude, réellement. Tu vois, une forme de... Ramana Maharshi, justement, disait il donnait l'illustration du ventilateur qui disait quand on coupe le ventilateur, il continue à tourner pendant quelques temps. Donc, c'était ce que j'appelle éveil et cet effondrement. Hein, donc, j'appelle ça vraiment, c'est une forme de... euh, dont les soufis en parlent bien par rapport à ça, qu'il y a un terme qui s'appelle fana, qui est essentiel au message soufi, qui s'appelle extinction, en français, extinction. Donc l'extinction de ce rêve de la séparation. Mais les habitudes sont tellement ancrées qu'il y a des représentations séparées qui peuvent encore apparaître, mais elles sont plus alimentées, donc elles vont disparaître avec le temps, et elles disparaissent généralement relativement rapidement. Ça tient plus la route. et puis quelque chose que j'ai observé aussi, c'est que cette extinction, quelque part, elle laisse place aussi à des choses qui étaient masquées Oui, par l'activité, on va dire, égotique ou bien sûr, d'identification, bien sûr. qui était même quelque part la source même de cette activité égotique. Par exemple, Eckhart Tolle, je crois qu'il parle d'un truc qu'il appelle le corps de souffrance. Bien sûr, Et c'est vrai que ça peut avoir tendance un petit peu à réapparaître bien et sûr. un peu à réalimenter la machine. Mais en fait, c'est vu aussi, paradoxalement, que c'est pas vraiment un problème, en fait. Et non, parce que une souffrance, imaginons dans une métaphore que c'est ça dévoile une épine qui est enfoncée profondément, parce que bon, tout d'un coup, il y a plus de sensibilité, plus d'attention, plus de disponibilité à écouter, par exemple, ce corps. Et donc, métaphoriquement, imaginons une épine, ça resterait quand même, de toute façon, un objet qui apparaîtrait pas forcément agréable, hein, attention, c'est peut-être quelque chose à faire à ce sujet-là, mais plus du tout une identité. C'est plus possible à ce moment-là que cet objet prétende la position du sujet. Ça ne peut plus exister, en fait. Donc tu ne peux pas devenir cette souffrance. Moi, je suis cette souffrance. Moi, je suis celui qui est traumatisé. Le traumatisme peut bien réapparaître, c'est sûr, mais l'identification a peu de chances de se mettre en place. Hein. Mhm. D'ailleurs, que conseilles-tu lorsque le personnage, donc dans ton enseignement, il y a ces distinctions, on parle de personnage, on parle pas d'ego, enfin voilà, tu pourras Ouais. préciser si tu le souhaites. Que conseilles-tu lorsque le personnage traverse des émotions difficiles comme la tristesse, la dépression, etc., le découragement? Et aussi, arrive-t-il au personnage Didier d'en traverser? D'accord. Le personnage est donc dans mon vocabulaire, c'est pas une religion, hein, Clément. C'est juste une clarification de vocabulaire qui permet d'être plus précis et plus puissant dans la communication. Donc on fait attention aux mots qu'on utilise pour pas raconter, sinon c'est du bruit. Tu vas. Donc il y a des mots qui vont pas être utilisés. Le mot ego n'est pas utilisé parce que il est très associé à cette classification d'humains avec des humains alpha qui sont, tu vas, genre Elon Musk, il est forcément alpha. Euh, c'est l'alpha de l'alpha. Et il y a toutes les versions. Donc on pourrait dire qu'il a un gros ego et que ceux qui seraient beaucoup plus discrets auraient un petit ego. Mais en fait, on voit que ça n'a rien à voir avec l'identification. Il y a des alphas qui ont absolument aucune identification et vice-versa. Je pense par exemple à Jim Carrey, qui est super alpha dans sa représentation et qui pourtant a vraiment compris où se situait cette identification et en est débarrassé complètement. Donc c'est pas le mot ego, il est un peu euh, il n'est pas suffisamment précis réellement. Il décrit quelque chose qui ne nous concerne pas trop. On utilise le mot. euh, donc, l'équivalent de l'ego, ce serait la personne, dans mon vocabulaire, que j'oppose d'une certaine manière au personnage. Tant qu'il y a l'impression qu'il y ait une forme particulière, hiérarchiquement supérieure, ici, par exemple, on va dire il y a bien une personne, Didier, qui serait un centre de contrôle, un centre de perception, une âme, une entité, on pourrait mettre plein de mots. Et quand on parle du personnage, tout ce qu'on peut faire, c'est la description euh, on pourrait dire, d'une histoire sensorielle
qui serait impersonnel, mais qui raconterait l'histoire d'un corps, l'histoire de, pourquoi pas, de pensée, d'émotion. Donc il y a pas réellement de limite dans ce que ça peut raconter, cette histoire, mais simplement elle est plus associée à ce concept de quelqu'un qui vivrait cette histoire. Il y a juste l'histoire, il n'y a pas quelqu'un qui vit l'histoire. Donc c'est la différence entre personne et personnage. Hein, c'est donc tant qu'il y a personne, il y a donc dans le terme habituel ego, et à partir du moment donné où il est vu qu'en réalité, en ce moment, y a-t-il deux personnes discutant à distance? Je suis en Inde, tu es en France. Est-ce que c'est ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a deux personnages, donc deux activités de cette source? On en parlera ce que c'est que cette source un peu plus tard, mais qui va dans son acte créateur, de sa propre matière, faire, on peut dire d'une certaine manière, apparaître un Clément, un Didier et une conversation. Mais il n'y a pas de différence entre Clément et Didier, il n'y a pas de distance, tout apparaît au même endroit, fait du même matériau. Donc, il y a bien des personnages, ils sont là, ils sont toujours là, ils disparaissent jamais, ces personnages. L'idée de la personne, parce que c'est juste une idée, peut disparaître. Donc, c'est là où je fais vraiment la différence. Donc voilà, c'était ma mise au point sur le vocabulaire. Et tu m'as posé une Merci. question par rapport à la souffrance, c'est ça? Bah, souvent, la souffrance ou la tristesse, les émotions fortes, c'est des éléments qui vont donner l'impression, justement, qu'on est une personne. Et par rapport à ça, tu sais, dans la boîte à outils spirituelle, il y a plein de techniques. Il y a des gens qui vont méditer, il y a des gens qui vont prendre une douche à l'eau glacée. Bien sûr. Il y en a qui vont nous dire bah, juste être présent, justement, par rapport à ce phénomène émotionnel. Toi, t'en parles assez peu, je sais. C'est pas que tu Ben, t'intéresses pas à ça, parce que je veux dire, je suis sûr que tu rencontres plein de gens qui traversent des moments et des émotions c'est sûr, qui c'est leur sûr. semblent compliquées. Mais voilà, Clément, il y a, à un moment donné, il faut choisir son camp. Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que soit l'intérêt, la passion, elle est autour de réaliser cela qui est, cela que l'on est, cet unique sujet qui est décrit dans plusieurs traditions, qui est euh, une théorie au départ un peu, mais qui est une invitation à être découvert. Hein, donc, c'est une première chose. Et à ce moment-là, ce ne sera pas possible de s'occuper du personnage et de ses particularités, et de ses souffrances, et de ses plaisirs, parce qu'à cet endroit-là, il y a une forme de force d'attraction qui va remettre ce sujet dans le temps, dans l'espace, qui va dire, je veux m'éveiller pour aller mieux, pour obtenir quelque chose. Et c'est implicitement l'apparition non pas du personnage, mais de la personne qui serait à ce moment-là débarrassée de ses problèmes, débarrassée de ses traumatismes, débarrassée de sa dépression. Donc j'ai beaucoup de respect et de compassion pour tout ce qui est souffrance de la condition humaine, parce que c'est inhérent, j'ose dire quasiment. Mais j'invite, je propose, d'ailleurs tu as pu le voir dans un atelier, que je propose que temporairement, je dis bien temporairement, on mette cet espoir d'aller mieux et le désespoir de ne pas aller mieux ou de ne peut-être pas aller mieux, quelque part de côté. On dise à toutes ces personnes imaginaires d'aller jouer dans le jardin pendant que la conversation va s'orienter sur que se passe-t-il réellement ici? Est-ce que ça a un rapport avec le fait que Clément aille mieux, soit un peu moins déprimé, soit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, qu'il ait des ailes qui poussent dans la nuit ou pas? On voit bien que ce n'est pas euh, la réponse à la question, elle n'est pas liée au script de la vie de Clément réellement. Ce n'est pas Clément qui s'éveille. Oui, c'est conscience qui s'éveille à elle-même. Néanmoins, la vie de Clément, elle mute quelque part. Elle mute, mais Et il y a, elle mute en aval, Clément. Elle mute dans une forme d'alignement avec la découverte qui est faite. Donc, d'une certaine manière, c'est un effet secondaire. Et c'est tant une mieux, conséquence. et Mm, alléluia, et on va pas. Mais c'est pas essentiel, c'est une conséquence. mm, mm. Ouais. Mais c'est vraiment une approche radicalement différente de l'approche traditionnelle, parce que moi, je me souviens en ashram, on prenait des extraits de la Bhagavad Gita, et dans la Bhagavad Gita, il y avait tout un tas de qualités de Krishna qui étaient citées. L'équanimité, la compassion, etc. Je me souviens pas, faudrait vérifier. Il y en avait une vingtaine. Et
la stratégie qui était proposée aux chercheurs par ces enseignants de l'ashram, c'était d'imiter finalement ces qualités, parce qu'ils nous disaient, en gros, vous allez vous rapprocher comme ça de votre vraie nature, et puis à un moment, hop, ça va fusionner quelque part, ou quelque chose va se révéler. Et, euh, c'est vrai que toi, Didier, tu prends vraiment le bâton par l'autre bout, en fait. Exactement, à 100% l'autre bout. Pourquoi? Parce que j'ai pu voir que non seulement pendant ma recherche, donc il y a plus de 25 ans maintenant, mais même maintenant, avec tous les chercheurs que je rencontre, je vois des chercheurs désespérés de 30, 40, 50, 60 ans de recherche, des fois, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait où c'est que je me suis trompé? Et on retrace exactement toujours le même endroit, où au fur et à mesure de la recherche, au fur et à mesure même, pourquoi pas, d'une évolution, d'une certaine manière, celui qui est évolué, donc celui qui progresse, est régénéré à chaque seconde, et presque de manière invisible, j'ose dire, hein, presque de manière virtuelle, mais c'est toujours l'encombrant au final. Donc il n'y a pas d'issue dans cette direction-là réellement, Clément. Hein, il y a peut-être qu'il y a une forme d'épurement dans un premier temps qui est utile pour être disponible à une question plus profonde, mais à un moment donné, il va falloir laisser tranquille la destinée de ce que j'appelle le gugus de façon très euh, bienveillante. Hein. C'est pas du tout une dépréciation du personnage, mais de dire, mais c'est pas de lui dont on parle réellement. De quoi parle-t-on? Après, moi, j'ai l'impression d'être le défenseur de la tradition. Ok, vas-y. Et tu vois, dans la tradition de l'Advaita, les enseignements de l'Advaita, il y avait une sorte, tu sais, dans plein de traditions justement religieuses, il y a un enseignement ésotérique et un truc plus exotérique. Oui, Dans le sens où il y a des enseignements qui vont être plus préparatoires et des enseignements qui vont être plus au cœur du sujet, considérant que ces enseignements au cœur du sujet sont pas forcément euh, finalement utiles au premier stade de la recherche. tout Et à fait. donc, Mhm, mhm. c'est vrai que moi, dans cette espèce de je sais pas, double amour, on va dire, à la fois pour le cœur de ce que nous sommes et à la fois peut-être pour les enseignements, je me dis, mais non, les enseignements, ils ont aussi leur place pendant un certain temps, les enseignements traditionnels. Ils vont déblayer un peu le paysage jusqu'au moment où, en fait, justement, il va y avoir réalisation qu'en vérité, euh, ils sont inutiles. Alors, c'est le C'est pas paradoxe, qu'ils sont, c'est qu'ils deviennent hein, inutiles. qu'ils deviennent inutiles. Merci, Mhm, voilà. mhm, mhm. Et là, il y a une espèce de réconciliation finalement entre une approche que moi je considère plus yogique et une approche que je considère plus C'est ça, védantique. c'est ça. C'est une espèce de tentative de prendre le Bien sûr, bâton par les deux bouts en même temps. en réalité, je suis bien sûr forcément dans ce qu'on appelle la voie directe, la plus directe possible, j'ose dire, mais elle s'appuie, comme le camp de base est la voie progressive, de toute évidence. Et la voie progressive, elle n'est pas forcément ce qu'on appelle spirituelle en sciences traditionnelles du terme. Ça peut être nos expériences de vie qui sont des fois difficiles, qui nous, par exemple, mettent en contact avec notre mortalité de la mort d'un proche, la maladie, l'accident, ou l'injustice, ou ce genre de choses, tu vois. Donc, on peut dire que la vie est forcément le meilleur enseignement, d'une certaine manière. Et c'est la voie progressive, donc à ce moment-là, déjà. Après, elle devient plus formelle dans une tradition qui va un peu on pourrait dire, rendre tout ça beaucoup plus clair. Qu'est-ce qui est à l'œuvre? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et c'est encore la voie progressive, et parce que ça va être ben, utiliser des concepts pour illustrer différents aspects. Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça. Et donc il y a une grande clarification qui se met en place. Et puis une fois que la clarification est en place, la tentation est d'avoir une plus grande clarification et encore une plus grande clarification en pensant que l'éveil, c'est le bout du bout du bout du bout de la clarification. Et en réalité, c'est comme si
Souvent, j'utilise cette illustration, Clément, de ces bricoleurs fous qui créent dans leur garage un bateau magnifique toute leur vie et qui jamais, jamais ne vont aller à la mer pour le mettre parce que ça les effraie bien trop. Donc, ils vont continuer à le repeindre, etc., dans leur garage parce que, il y a quelque chose qui est de l'ordre du saut quantique de mettre le bateau à l'eau quelque Mm, part. Tu vois. mm, c'est vrai. Euh, alors, je continue un peu cette interrogation. Encore une fois, je suis vraiment en phase avec ce que tu dis, mais je joue un peu l'avocat du Ben, diable. vas-y, vas-y. J'adore J'aime ça. beaucoup le diable. Donc, j'ai l'impression, alors ça, c'est dans le vécu, Clément, à travers des rencontres, que certaines personnes justement, qui sont un peu des adeptes de la voie directe, il y a aussi, alors c'est un paradoxe, mais il y a aussi un effet de posture. Euh, et qu'en fait, ce message de retour à la simplicité, de retour à ouais, à notre vraie nature, Oui, finalement, ça leur servait à prendre une espèce d'ascendant, bien à se sûr. présenter comme des gens qui avaient réalisé leur vraie nature, etc. Mhm. Et aussi, alors peut-être des fois être un peu toxique pour d'autres personnes, et puis surtout pour eux, finalement, je ressentais qu'ils se voilaient des blessures qu'ils avaient toujours aussi. Bien sûr. Il y avait des blessures énormes, et en fait, dès que sans même faire exprès, dès que tu es un petit peu miroir de ça, euh, le, le- en fait, c'était constitué un personnage éveillé. Euh, Bien sûr. et c'est vrai que pour ça, des fois, la voie directe, je la trouve. D'accord, mais ça veut dire que ce que tu décris, Clément, c'est pas réellement la voie directe. C'est la voie directe qui s'arrête en chemin. Hein, c'est Mm, pas la voie directe jusqu'au bout. À un moment donné, oui, 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 je confirme, il y a bien cette possibilité d'une forme de... Donc souvent, je prends la métaphore de Ramana Maharshi avec les deux épines que j'ai illustrées sur plusieurs vidéos, mais je la fais en 2 secondes pour donner un peu de quoi ça parle. La première épine, Ramana nous disait, c'était l'épine métaphorique de la souffrance de la condition humaine, de cette idée d'être une petite chose perdue dans un monde cruel, hein, d'une extériorité. Et donc ça, c'est une épine qui est quelque part à extraire. Et donc Ramana disait, je vais vous proposer une deuxième épine, métaphoriquement, euh, qui est l'épine de la non-dualité. Hein, donc c'est l'outil qui permettra d'extraire métaphoriquement la première épine et d'enlever la souffrance. Il se trouve que la souffrance, de sa propre définition à Ramana, donc on n'a rien inventé, elle est imaginaire. C'est un panier de croyances, c'est conceptuel. Donc la deuxième épine, elle est conceptuelle, c'est un panier de croyances quelque part. Ramesh Balsekar démarrait toutes les rencontres, tous les satsangs en disant ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est pas la vérité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conversation qui était à l'œuvre, bon, non-dualité, radicale ou pas, enfin directe ou pas, était encore en relation avec un fantasme. Et de fait, était un fantasme quelque part. Parce que parler de la non-séparation ne peut survivre que dans l'idée de la séparation. Donc à cet endroit-là, il y a possibilité d'une identité non-duelle, absolument. Et pourquoi pas? C'est un passage généralement, pas toujours, mais souvent c'est un passage. Même ça s'effondre. Et Ramana nous disait, euh, faites attention parce que cette deuxième épine, elle est aussi, elle a la capacité de faire souffrir. C'est une forme, c'est par exemple la formulation qui dirait je ne suis pas une personne, il n'y a personne ici, etc. Enfin, bon, comme tu disais, une posture réellement, tu vois. Qui dirait ça? C'est ça la question, tu vois. Et à un moment donné, il y a, je pense, de façon naturelle, il y a un autre effondrement qui se met en place. Et Ramana nous disait jetez les deux épines. Donc c'est de mon expérience, à cet endroit-là, il n'y a personne qui peut jeter quoi que ce soit. Il y a juste les deux épines bien qui sûr. tombent. Oui, on Et, est euh, d'accord. et elles tombent quand elles tombent. C'est tout. Et à cet Ouais. endroit-là, c'est cela qui est au-delà de la dualité et au-delà de la non-dualité. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être justement, par rapport à ce que tu disais au début, c'est peut-être aussi une invitation
à vraiment prendre son temps avant de partager. Souvent, Exactement. les gens que j'ai vus dans cette situation, c'est des gens qui avaient un peu envie de forcer le partage. C'est sûr? Et je connais ça parce que j'ai eu un peu j'étais un peu, je pense comme plein de gens, on a tous été traversés par ces énergies-là. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, moi, je les voyais comme des révélateurs de me dire, bah, j'ai vraiment bien fait de partager, euh, de pas partager justement si je le sentais pas Bien à sûr, 100%, bien si je sûr, sentais pas justement ce complot divin bien sûr. pour ça. Euh, Oui, D'ailleurs, en ce sens-là, il y a différentes traditions, hein, dans la tradition chrétienne, dans la tradition du zen qui dit après Satori, vous faites la vaisselle pendant 10 ans. ouais, Euh, parce que et en plus, non seulement vous faites la vaisselle pendant 10 ans, mais si vous commencez à partager, ce ne sera pas dans votre entourage. Vous changez de monastère, vous êtes expulsé du c'est ça. monastère réellement. Ouais, Tu vois. Donc ouais, ouais, il y a beaucoup euh, j'ose dire, de sagesse là-dedans, hein. C'est d'une certaine manière. Après, cette vie ne se trompe pas. Donc, s'il y a des enseignants qui démarrent trop tôt, qui serait là pour juger que c'est trop tôt? Ça démarre. Ça amène de la confusion. C'est quoi la confusion? C'est Maya qui s'amuse. Maya, c'est une dimension de la vie comme le reste. Il n'y a pas de, c'est ça. voilà, il y a pas de jugement à Ouais. donner par rapport à ça. Non, il n'y a pas de jugement. Après, les faux gourous, ça sert, mais des fois, ça fait aussi des dégâts, ça peut faire perdre du temps. Enfin, Perdre du quelque temps? part, Est-ce qu'il y a du temps à perdre? Est-ce que ce temps-là existe réellement? Est-ce que quand hmm, tu es au cinéma, Clément, ça représente quelque chose qui n'existe absolument pas? C'est une virtualité, c'est un rêve, une histoire qui apparaît à l'écran et qui raconte quelque chose. Est-ce que c'est du temps perdu? C'est une expérience, c'est une exploration, c'est un goût particulier, mais c'est pas du temps perdu réellement. Du temps perdu pour qui? Pourquoi? bah, si tu as un ami qui va pas bien, parce qu'il est en train de, tu vois, de réaliser sa nature, mais qu'il a jamais entendu, tu vois, il a jamais lu un bouquin là-dessus, il est hyper déstabilisé, etc. Je vais plutôt avoir tendance à l'orienter vers quelqu'un que je trouve sincère et qui a lui-même est allé au bout du chemin, qui n'existe pas, on est d'accord, plutôt qu'à quelqu'un qui est qu'à moitié terminé, qui a été démoulé trop chaud et qui finalement partage parce que il a du mal à arrondir les fins de mois ou parce que Oui, mais c'est normal, et tu as raison. Pourquoi ces choix se font dans ce sens-là? Parce que les éléments constitutionnels du Mhm, monde clément comportent cette possibilité de discrimination. mhm, mhm. Et à ce moment-là, la vie choisira Ouais, une ouais, option B plutôt qu'une option A. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On peut juste décrire, on ne peut pas prescrire. On peut pas prescrire, mais c'est vrai que voilà. Moi, j'aime bien. C'est pas peut-être que j'insiste trop là-dessus, mais encore une fois, c'est cette espèce d'équilibre entre la tradition où il y a juste une seule voix suprême qui est valable et peut-être quelque chose de plus raisonnable où finalement bah, la source parle bah, de toutes les bouches en fait quelque C'est part. ça, c'est ça. Ouais, Et même finalement, les faux gourous, bien enfin sûr. les faux gourous, ce que Ouais, j'appelle un peu de façon caricaturale, les faux gourous, ils ont aussi plein de choses à nous apprendre exactement. si on Ouais, tombe ouais. dessus. Et finalement, ils vont peut-être nous faire avancer plus. Très possible. Euh, Et peut-être même dans une forme un autre enseignement, c'est d'arriver à une impasse. C'est comme ça que ça fonctionne réellement. C'est puisque la voie directe, c'est une voie de déconstruction. La déconstruction se met en place que dans cet échec euh, qui est rencontré à chaque endroit, qui dit, j'ai essayé de définir ce que je suis, moi. Ce n'est pas possible. Et l'échec est l'enseignement. C'est pas une réponse qui serait mise sous forme de phrase, sous forme de concept. C'est juste l'impossibilité. Et dans certaines situations, ces échecs sont aussi précieux que d'autres clartés. Je vois l'échec comme une grande force mutatrice au sein de l'histoire. D'ailleurs, mm, j'en parle souvent quand il y a des rencontres en présentiel. Je montre un peu les mots de Ramana Maharshi par rapport à ce qu'il disait au niveau de sa technique de self-inquiry, donc de, recherche de la question qui suis-je, tu vois. Et je montre en tamoul ce qu'il avait dit. Et il se trouve que, habitant le Tamil Nadu, je parle
un tout petit peu tamoul, enfin suffisamment pour comprendre de quoi il parle. Et, euh, et il a pas dit qui suis-je, il a dit c'est quoi ce moi? Nahanyara, c'est qui, c'est quoi, ce moi? Donc, il parlait pas du sujet, il parlait de cette incroyable force d'attraction d'une idée qui s'appelle moi, moi-même. Et il nous invitait à l'échec, il nous invitait en permanence à l'échec. Donc, quelque part, on aurait pu dire, bah ouais, bah, il nous sert un truc un peu pourri, Ravana, c'est un faux gourou. Mais en fait, non, la vraie réponse, c'est l'échec, c'est ça. Car notre vraie nature n'est pas un objet. Exactement. Alors, autre question. Alors justement, pour le chercheur sincère ou la personne un petit peu déstabilisée par tout ce qu'on peut raconter, y a-t-il un critère de cette mise en échec? On parle souvent de fin de souffrance, on parle de disparition de concept de moi, on parle de fin de recherche. Euh, on parle aussi, par exemple, est-ce que tu fais une différence entre éveil, réalisation, libération, etc. Est-ce que tu peux parler de ça? OK. Euh, J'aime beaucoup le terme qui est très simple, qu'un enfant de 5 ans peut comprendre, de fin de la recherche. Parce qu'il y a vraiment cette évidence qui fait que, à un moment donné, des fois de façon presque invisible, donc c'est un éveil progressif qui se met en place, et des fois plus brutalement, il y a l'évidence que celui qui recherche n'existe pas. On peut pas on peut pas le définir. C'était une idée, c'est un peu comme pour le Père Noël, à un moment donné, il disparaît. Donc la recherche, elle s'arrête pas parce qu'il faut qu'elle s'arrête, et s'arrête faute de combattants, sauf faute de quelqu'un qui pourrait continuer. Il n'y a plus il y a plus la possibilité d'aller dans ces directions-là parce qu'il y a plus les éléments constitutifs de la recherche, qui est essentiellement l'idée du chercheur, tu vois. Donc fin de la recherche, j'aime bien cette définition parce elle est pas mystique, elle est très simple finalement, tu vois. Et donc forcément, fin de la recherche, c'est aussi fin de toute une souffrance parce que la recherche est souvent souffrante. Elle est souvent pour résoudre une souffrance, on en a parlé avant, mais aussi elle-même souffrante. C'était un épuisement, donc il y a de mon point de vue une plus grande disponibilité énergétique qui est disponible. Forcément, les pensées autour de l'idée moi, et Dieu sait si elles sont nombreuses généralement, ralentissent et disparaissent à un moment donné et disparaissent complètement, un peu comme pour l'histoire du ventilateur. Avec le temps, il n'y a aucune raison qu'elles restent parce elles sont inutiles réellement, tu vois. Donc, il y a des effets secondaires et on peut en parler, mais je fais très attention de ne pas en parler, justement pour pas induire en erreur en disant, bah, les gars, voilà, si vous allez avoir tout ça, c'est les goodies, c'est les cadeaux de l'éveil. Et dans cette perspective, ben, ça va juste alimenter ce mythe de quelqu'un qui pourrait obtenir quelque chose. Et ça, c'est, à mon avis, un peu un danger. Donc le mieux, c'est de dire, le test, il n'est pas la validation de quelqu'un d'autre qui dirait, oui, oui, c'est bon, je te donne ton diplôme, tu es éveillé. C'est cette évidence qui dit, à un moment donné, je peux plus aller plus loin parce que celui qui pourrait aller plus loin a été vu, qui n'existe pas, tout simplement. Donc, Hmm. après, ça peut se transformer dans une forme de célébration, dans une forme d'appétence pour le message de la non-dualité, pour la beauté, comme une forme d'art, j'ose dire, mais surtout pas pour euh, approfondir ou améliorer la situation, parce il y a un saut quantique à cet endroit-là. Il n'y a pas de quantité de mon point de vue, il n'y a pas de quantité d'éveil. Il y a une quantité d'hallucination, hein, donc Maya est quantitative, cela que l'on est ne l'est pas, absolument pas. Et je continue de jouer mon petit diablotin. La, la fin de la recherche, on est d'accord, c'est sincère, c'est de son propre point de vue parce Eh que bien, bien sûr, bien sûr. on a tous rencontré aussi le chercheur qui a dit, ah bah moi c'est fini. Oui, c'est ça qui, qui s'est débranché d'Internet, surtout pour pas regarder une vidéo et qui a brûlé ses livres pour être sûr de pas les relire. Voilà, C'est c'est sûr comme que un feu qui arrête de brûler, une quoi. fois de plus, c'est pas une prescription, c'est de nouveau une description. Voilà, ouais, ouais. C'est un feu qui s'arrête naturellement de brûler, bien sûr. Voilà, C'est il n'y tout. a plus de combustible. Et s'il n'y a pas d'honnêteté à cet endroit-là, bah, il y aura une histoire de fin de recherche, mais ce sera encore une manipulation et la souffrance va pas Mm. s'arrêter pour autant, de toute Ouais, ouais, ouais. évidence. Tu vois. Ouais. Du coup, moi, je continue à souffler sur les braises pour voir si tout est bien cramé en te posant des questions. Attends, je vais juste répondre Alors, aussi à ce que tu m'as posé vas-y. d'autres questions. Tu m'as dit, est-ce Ah que tu fais une oui, différence entre l'éveil, réalisation, libération, ce genre de termes ouais. techniques, en fait, tu vois.
des étiquettes un peu. Je suis un peu méfiant avec les étiquettes parce que suivant les traditions, ça décrit pas toujours la même chose et pas toujours le même endroit. Et après, il peut y avoir des batailles qui sont juste des batailles sémantiques. Hein, je vois la bataille que me font, je dis ça avec beaucoup d'humour et beaucoup euh, de passion aussi, l'enseignement bouddhiste en disant oui, mais l'ultime, l'un est sunyata, euh, c'est pas le soi, c'est void, emptiness, donc c'est la vacuité réellement. Et vous parlez, vous, les non-dualistes, advaitistes, comme si c'était une, une- une insulte du soi. Bien sûr que le soi, si c'est considéré comme une espèce de super Dieu à distance, etc. C'est pas ça du tout. Donc, je crois qu'il y a réellement des querelles de vocabulaire, mais pas fondamentalement des dissensions entre les différentes voix. On arrive à s'asseoir ensemble. Je m'assois souvent avec des maîtres zen et on a des super discussions, ou chrétiens, Ouais, ou quel que soit. Donc, c'est pas un problème. Alors après, les uns vont dire, ah, l'éveil c'est ça, non, non, l'éveil c'est ça. Ok, donc on l'a juste redéfini d'une autre manière, tu vois. De mon point de vue, je vois juste euh, peut-être deux stades, en fait. Le stade qui s'appelle l'éveil, qui est donc cette possibilité que cette activité du rêve s'arrête. Donc éveil du rêve, c'est technique, hein, c'est pas un terme très spirituel. Arrêt du rêve. Et j'ose dire, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle la libération, qui se met doucement en place après, qui est, on pourrait dire, la libération de, ben justement, tu en as parlé avant, Clément, de peut-être de ce stockage de croyances, d'idées, de traumas qui tout d'un coup remontent à la surface, hein, du fait de cette plus grande clarté. Et ça, peut-être, ça prend un peu de temps dans une forme de nettoyage, j'ose dire, un petit peu, tu vois. Donc il y a une libération concrète au niveau encore une contraction qui serait une habitude, tu vois, du vécu. Mais en réalité, alors voilà, là je vais utiliser ma formulation habituelle. Au jeu de la vie, hein, donc au jeu JEU de la vie, il y a des cartes. Et il y a une carte qui est super forte. L'As, c'est super important, c'est rien ne change. Ça, c'est l'As. La carte moins forte, c'est une autre carte, c'est tout change, qui dit, bah oui, Clément va être impacté de fait, parce que le contexte étant différent, le vécu est différent, tout simplement. Mais j'ose dire, c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas le cœur de notre exploration. Le cœur de notre exploration, c'est rien ne change. Pourquoi? Parce que la découverte à faire, c'est que cela que je suis, je ne vais pas le devenir, hein. Je ne vais pas obtenir une forme de grâce plus tard. C'est déjà maintenant cela qui pose la question, c'est déjà cela qui est en cours de recherche. Et que si l'attention n'est pas portée dans ce maintenant, dans cette évidence que c'est déjà là, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est déjà là, ça veut dire que rien ne va changer parce que fondamentalement, euh, le temps amène le changement. Mais s'il n'y a pas de temps là-dedans, rien ne peut changer réellement. Donc, ce que je suis, je le suis absolument et en dehors du temps, en dehors de l'espace. Donc, rien ne change. Donc, ça, c'est vraiment la plus grosse carte. merci. Euh, alors, bah, tiens, je enchaîne sur un thème que je voulais aborder avec toi. Euh, Si rien ne change, ça veut dire qu'il n'y a pas de progrès, que ça soit pour Clément, Didier ou pour la société. Alors, le progrès, il est toujours là. C'est une règle du jeu, JEU. Hein, le progrès, l'évolution, elle est bien là. L'évolution des espèces, l'évolution du corps humain, et des fois dans une forme de... Donc, ça bouge tout le temps, réellement. Tu vois? Et il y a une règle du jeu qui dit que la vie vers une plus grande complexification, un plus grand raffinement. Des fois, on se pose la question, hein, quand on voit la politique en ce moment, mais a priori, c'est ce qui est à l'œuvre. Euh, parce que si ces mouvements, parce que c'est un mouvement, étaient dans l'autre sens, ce serait très rapidement le retour à une espèce d'endroit où il se passerait plus rien, tout simplement. Donc, pour qu'il se passe quelque chose, ça se complexifie, tout simplement. Donc, l'évolution, elle est toujours là. Et l'évolution se met en place, par exemple, dans
des aspects comme la possibilité de parler de cette découverte. Il y a 25 ans, je ne pouvais pas en parler du tout. Il y a 20 ans, j'en parlais de façon horrible. Et il y a 15 ans, je commençais à pouvoir mettre quelques mots qui faisaient un petit peu de sens. Donc, il y a bien un changement, mais c'est pas un changement, on pourrait dire, absolu. C'est la relativité du... cette découverte est toujours la même, mais la façon d'exprimer va changer. Donc, ça veut dire que ça va aussi, d'une certaine manière, impacter cette vie de façon différente. Donc, oui, il y a une évolution. Mais Mais il n'y a pas vraiment de progrès, en fait, dans l'absolu. le progrès, la question du progrès, elle est pas réellement sur le progrès, elle est de savoir s'il y a progrès, c'est le progrès pour qui? Alors, par exemple, le progrès, on entend parler à tout bout de champ en politique. Tu vois, c'est un peu notre divinité. Votez pour moi parce que je vais faire progresser le bidule. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi un concept qui piège vachement facilement l'ego. Et alors, Clément, ce qu'il va dire, c'est que il croit à l'évolution, Clément, mais cette évolution, elle est faite de création, des fois des phases de stabilité et de destruction, et qu'en fait, c'est ces trois énergies qui sont les constituants de la vie, mais l'ego, parce qu'il est de base effrayé, vulnérable, etc., lui, il veut s'accrocher à la partie tranquille. Bien sûr, Il voudrait que ça tout le temps. bien sûr, Mais quelque part, en cela, il y a une espèce de refus de la vie aussi dans ce qui constitue la vie. bien sûr, Et du coup, il y a une tentative de manipuler les forces de la vie en contrôlant son personnage, les personnages autour de soi, la société, la nature. Et bien moi, sûr, je vois que c'est une des racines de notre violence bien collective sûr, envers la nature. bien sûr, À force de vouloir que le bon côté de la vie, bien sûr, on est en train de créer de la mort. bien sûr. Non, non, je suis 100% avec toi là-dessus, hein. C'est cette croyance qu'on comprend ce qui se passe, qu'il y a une possibilité de jugement qui dirait ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc faire la différence entre le bien et le mal. C'est une illusion totale réellement, parce que nous ne sommes que des points de vue réellement, et d'une histoire infiniment complexe. Et, et, euh, et donc la possibilité, c'est une forme d'humilité par rapport à ça. Ce qui ne veut pas dire une forme de passivité du tout, hein. Donc ma vie, elle est faite d'activisme, du fait déjà que ça fait 30 ans que je vis en communauté, donc c'est pas, je suis pas tranquille dans mon coin, tu vois, c'est compliqué vivre en communauté. Euh, et d'autres choses. Donc, il y a pas de passivité de là-dedans du tout. Au contraire, il y a une grande activité qui est informée par le silence, hein, par une forme de transparence de la vie à elle-même, sans prise d'otage de concepts, de croyances, de vérité, sans prise d'otage de vérité. Ces vérités disparaissent. Il ne reste que le silence, et du silence jaillit l'action, jaillit la décision, jaillit ou l'absence d'action aussi. Tout est possible réellement, tu vois. Mm, mm, mm. Et c'est la seule possibilité que cette intelligence infuse la totalité de l'histoire, en fait. C'est pas, il n'y Mm, a pas mm, vraiment mm. de monde, mais il y a une histoire de monde. Et, euh, et ça, on le voit. Donc, c'est vécu au niveau individuel. Donc, au tout petit niveau, la vie de Didier a changé profondément sous ce principe-là, sous ce non-savoir. Parce qu'il n'y a aucun savoir de ce qui va se passer, du mot qui va être dit, la décision qui va être prise. Donc, il y a une grande disponibilité. Et du coup, il y a quelque chose qui est une grande harmonie qui se met en place quelque part, tu vois. Et donc, après, ça fait il y a un effet de percolation, on pourrait dire, dans l'entourage, la société. Et voilà, si le changement, j'ose dire, vers un monde meilleur comme on voudrait, bien sûr, ce sera à travers ce silence, pas à travers une vérité qui sera... les vérités qu'on s'est mis sur le museau les uns les autres, ça fait des milliers d'années que ça, depuis les croisés, avant les croisés, je suis sûr qu'il y avait ce genre de choses. Et c'est pas là que ça se passe réellement, tu vois. Ouais, moi je pense que j'ai été un peu croisé avant, hein. Et j'en tiens une couche. Et en fait, moi, ce qui a été réalisé, c'est qu'en fait, le monde, il change, mais dans le regard aimant qu'on lui porte. Oui, bien sûr, Tu vois, moi, j'arrivais bien avec mes sûr. concepts. Alors justement, j'avais pas l'impression que c'était le bien, le mal, mais en fait, c'était pétri de bien, de mal. Ouais, Et j'arrivais pas à voir les êtres comme ils étaient vraiment. Et ouais, même Clément, je le voyais pas comme il était bien vraiment. sûr. Et en fait, la solution
encore une fois, on utilise des mots pour décrire des choses qui sont incommensurables, mais Mhm. c'est l'amour. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est ce regard acceptant et humble sur la merveilleuse médiocrité de nos C'est ça. tentatives. Donc cet ordinaire merveilleux qui est tellement contrasté, qui est fait de tellement de choses de toutes sortes. Mais du coup, c'est même au-delà. Cet amour, j'ose le définir d'une autre manière en disant que c'est pas même comme si c'était un acte d'accepter. Mm. L'acceptation est la nature même de cette vie. J'aime beaucoup la formulation de Douglas Harding qui dit cela que l'on est espace d'accueil. Donc c'est espace non dit émotionnel, mais espace d'accueil inconditionnel. Cette inconditionnalité dit euh, tout est accueilli. C'est vraiment l'acte d'amour, non? Et c'est pas quelque chose que quelqu'un fait, c'est cela qui est, cela que l'on est. En fait, ça peut pas. En fait, le vrai amour, je suis désolé d'utiliser tous ces mots, mais en fait, le vrai amour, il ne peut pas être fait. Non, non, Il ne peut que être, justement. C'est là que exactement. l'être et l'amour se rejoignent et Bien sûr, bien en fait, sûr. c'est là que se trouve la merveille de l'éveil. Ouais, C'est un trésor, mais c'est vrai que c'est un trésor ineffable. On ne peut ouais. pas en parler, on ne peut pas le partager. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, sur le chemin des chercheurs, donc question suivante. Souvent, donc, pour trouver un relâchement sur le chemin, on entend les enseignants dire la vie s'occupe de tout, il y a une intelligence infinie qui est à l'œuvre, et en même temps, la violence, la pauvreté sont évidemment présentes dans l'environnement en général, dans le monde, dans les actualités, sur les unes des journaux. Du coup, ne se voile-t-on pas la face? À force de vouloir être conscient, le chercheur ne finit-il pas par devenir un peu inconscient, voire irresponsable? Note que tu utilises la conscience dans une définition que je n'utiliserai pas en fait réellement. Parce que de mon point de vue, le principe conscience n'est pas quantitatif. Non, il n'y a pas possibilité de devenir plus conscient, moins conscient. Oui, alors c'est vrai que Donc oui, on va... j'avais voulu faire une espèce de jeu de mots, C'est ça, oui, je parce que vois. souvent on va chercher ça, on va Ouais, chercher, oui, je veux ouais. être plus conscient. Donc on est Donc, d'accord, oui. donc la conscience est toujours identique à elle-même. Il n'y a pas réellement de... Puisque c'est pas dimensionnel. Donc il y a pas, ça fait pas 10 kilos, ça fait pas 100 mètres carrés. Donc à cet endroit-là, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Par contre, les objets de conscience, donc c'est ce qui apparaît, donc les histoires, fondamentalement, d'horreur dans certains cas et plus sympa dans d'autres cas, ces objets-là sont forcément très différents d'une histoire à l'autre. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Donc on pourrait dire que le monde est ce qu'on appelle le monde, qui n'existe pas réellement en tant qu'entité indépendante, mais ce qui est décrit comme le monde au sein du vécu, donc qui est fait de ce vécu. Donc c'est quoi fait du vécu? C'est fait de cet acte de conscience, cela qui permet qu'il y ait quelque chose au lieu de rien. Ce vécu-là, il est incroyablement complexe, incroyablement divers, contrasté. Et ce jugement qui dirait ça devrait pas, c'est en fait fondamentalement un jugement qui se base sur le fait qu'il y a un vrai savoir qui sait ce qui doit être et ce qui ne doit pas être. Il y a une forme de prétention qui dit, en ce point de vue, c'est juste un point de vue, ça permet de juger ou de décider ce qui est bien, pas bien, de tous les autres points de vue. Donc, je sais exactement ce qui est à l'œuvre. Et j'ose dire que si une humilité se met en place, c'est l'humilité de ne pas savoir. Et paradoxalement, Clément, de mon expérience, cette humilité-là, elle ne se transforme pas dans une forme de passivité, etc. Une fois de plus, il y a du coup une grande compassion qui se met en place pour cette vie. C'est comme si ça avait ouvert cette évidence que toute agression, c'est une agression euh, de la vie sur elle-même. Il n'y a pas d'extériorité, tu vois. Donc c'est plus vraiment possible de fonctionner comme ça. Et toute possibilité, j'ose dire, au sein d'une vie, de résoudre ces agressions à un petit niveau ou à un plus grand niveau, à mon avis, seront immédiatement opérationnelles parce que cette vie se soigne, prend soin d'elle-même. Et c'est la seule possibilité réellement. Merci. Et je partage ça en transparence, mais pendant que je t'entendais, je réalisais que
que Clément, en fait, il se sent coupable parce que il a l'impression d'être né du bon côté de la terre et, et que son mode de vie, on va dire un peu capitaliste, fait beaucoup de mal à une grande partie de l'humanité. Et je pense que j'avais sans cesse essayé de résoudre les conséquences de ce mode de vie, mais pas forcément de voir la culpabilité Hmm. à la racine, quoi. Mm. La culpabilité, généralement, Clément, elle n'est possible que s'il y a cette impression qui dirait ça aurait dû, ça aurait pu être autrement. Et donc, c'est cette possibilité de levier, on pourrait dire, dans une vie, mais peut-être même avant, à la naissance, tu vois. Donc, comment pourrait y avoir culpabilité s'il n'y a pas ce levier, s'il n'y a pas cette possibilité de choix individuel, si chaque choix, chaque situation, le fait que tu sois né dans une situation particulière et que tu aies attrapé ces éléments de la situation, c'est pas quelqu'un qui les a attrapés, c'est cette situation qui a fleuri sous cet angle-là. Et Clément y est pour rien. Clément est une illustration. C'est pas une personne, c'est un Mm. personnage. Est-ce que le Ouais, capitaine ouais. Haddock est responsable du fait d'être alcoolique? Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on peut pas empêcher des fois le capitaine Haddock de se dire, bah, c'est pas juste, moi je suis né du bon côté quelque part. Et je voudrais, ouais, il y a ce truc-là de vouloir que tout le monde, en fait, mais c'est, Il y a un côté quand même très judéo-chrétien dans cette formation qui dit, euh, qui est un peu, dirait, il faudrait que je me sacrifie, comme Jésus s'est sacrifié sur la croix pour nous autres pécheurs, réellement. bah, en fait, il y a tellement l'envie que tout le monde célèbre. Encore une fois, c'est une forme de névrose, hein, parce que apparemment le logiciel de la vie n'est pas fait comme ça. Non, Que oui, en effet, il y a la tentation de se sacrifier pour permettre à un max de gens bien de sûr. faire la fête. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est bon, Hmm, c'était déjà vachement bien. hmm. Et, mais en fait, ouais. Mais peut-être c'est une énergie particulière, c'est euh, on pourrait dire cette impression, cet élan particulier au sein du monde Clément. Et là, en fait, dans une forme de carburant pour une activité qui est en train de se mettre en place, qui va peut-être se mettre en place, on ne sait pas réellement, tu Mm, vois. mm, mm. Euh, c'est pas possible, mais il n'y a pas de jugement qui dirait il faut que, tu vois, donc ça se met en Non, place. non, il n'y a pas ça. C'est une description, il faut que c'est une prescription, et à partir de là, c'est une forme de. C'est Maya qui a repris qui a repris le flambeau. Sacré Maya. Tiens, d'ailleurs, il y a une question que j'avais pas mise dans ma petite liste de questions, mais j'ai envie de te poser. Euh, Tu sais, il y a dans l'histoire des mouvements spirituels, il y a une tradition qu'on appelle les gnostiques. Enfin, il y a tout un courant qui était présent en Europe, qui a été pas mal d'ailleurs pourchassé par les religieux de l'Église catholique de l'époque et tout. Oui, Et je voyais que chez les gnostiques, ils parlent, on dit qu'ils sont pas dualistes, mais manichéens, voilà, parce que justement, ils ont une espèce d'opposition entre le bien et le mal. Et je me disais, mais tiens, c'est drôle parce que finalement, est-ce que nous, dans nos explorations non duelles, on n'est pas en train justement de créer le soi qui est une espèce de bien vers lequel il faudrait tendre, et puis une espèce justement de diable. En fait, on recrée un espèce de nouveau diable qui serait un peu la Maya. Euh, oui, mais tu est-ce que vois, tu as... oui, bien sûr, je vois ce que tu présentes. On peut revenir un petit peu au début de notre conversation, d'entrée de jeu, je disais, cette vie elle se présente sous tellement de parfums différents. Et il y a la possibilité A, B, C, D, E et toutes les lettres du monde et de tous les alphabets. Et il n'y en a aucune qui est hiérarchiquement supérieure à l'autre, qui dirait il faut absolument détruire Maya et obtenir l'éveil, sinon cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Toutes les vies valent la peine d'être vécues parce que tout simplement parce qu'elles sont. Et c'est toujours cette même source, cette même, on pourrait dire, unique être qui est à l'œuvre. Donc, de considérer qu'il y a des endroits qu'il faudrait jeter et des endroits qu'il faudrait garder, c'est pas ça du tout. Tout ce qui se passe ici, c'est un message. Donc, c'est pas une injonction, c'est un message qui dit si.
dans votre vie, et c'est pas toutes les vies, d'ailleurs tu en as parlé au début, il y a cette angoisse existentielle, hein, de la finitude, de la mortalité, de l'inutilité de l'existence, une forme de dépression existentielle. Cette dépression existentielle est probablement une intuition qui est à l'œuvre, qui est déjà à l'œuvre, qui s'appelle l'activité de Maya qui est détectée. Et il y a quelque chose qui est en cours. Et à cet endroit-là, il y a juste un message qui peut dire c'est optionnel, cette souffrance. Et c'est pas pour annuler tout le reste, c'est juste pour adresser ou pour répondre à une forme de souffrance particulière. Autour de moi, même ici, dans la communauté d'Auroville où j'habite, il y a des centaines, des milliers de personnes qui n'ont absolument aucune idée de quoi on parle ici. Et, mais ils ont une vie certainement qui n'en a pas besoin. Donc il n'y a pas de flambeau à porter. On n'a pas besoin d'être un templier de l'éveil, une forme de mission qui serait de sauver l'humanité. Alors, je voudrais te poser encore une ou deux questions, si c'est OK Vas-y, pour vas-y, toi. mais j'ai tout mon temps. Attention, parce que après, moi, j'en ai plein d'autres, hein, des questions. Il y a une capacité à générer des questions qui semblent Ah bah, inépuisables tant mieux, tant mieux, tant de ce mieux. côté. Euh, on parle généralement pas de politique dans les milieux non duels. J'entends pas de gens, d'enseignants ou des gens qui témoignent en parler sur Facebook. Je vois pas trop de partage. Euh, et des fois, j'ai l'impression, je me dis que c'est comme si les gens qui ont réalisé ou qui enseignent s'interdisaient d'en parler. Euh, et du coup, voilà, il y a toujours ce truc, mais du coup, on crée une espèce de dualité entre la politique qui serait un sujet tabou et puis la spiritualité qui serait un sujet, ok, justement, bienfaisant peut-être. Est-ce que ça te dit d'en parler un petit peu de ça? On peut Et- je peux, avant d'en parler vraiment directement, le pourquoi c'est pas exprimé, les positions politiques, c'est parce que euh, à cet endroit-là, il n'y a pas le savoir réellement. Il y a rien que je puisse dire qui peut faire une différence. Comme si je peux faire une différence dans l'activité de Maya, parce que je sais par expérience directe comment elle se met en place, la façon dont ça apparaît, la façon de peut-être, et c'est pas une certitude, mais en tout cas de la faire disparaître. Donc là, on est dans le concret de ce que je peux répondre. Mais de considérer que Didier est un être éveillé, donc il a des opinions politiques qui valent la peine d'être entendues, c'est se tromper complètement parce que Didier n'est pas éveillé. L'éveil, c'est la possibilité d'une transparence de cette vie à elle-même. C'est un moi, je l'ai dit au départ, ça, il n'y a pas besoin de rajouter des opinions politiques parce que les opinions politiques, elles seront finalement aussi valables que n'importe quel autre Gugus. Ça fait pas vraiment de différence. J'ai pas d'absolu, de vérité autour de ça. J'ai pas de vérité du tout, mais peut-être encore moins avec la politique, tu vois. Donc il y aurait cette quiproquo, mais Clément qui dirait, Didier il a dit ça, donc c'est une parole à entendre. Et là, ça me fait très peur, tu vois. On rentre dans le principe de la secte même, tu vois. Donc c'est pour ça que je préfère j'ai mes opinions politiques, absolument comme tout le monde. Peut-être qu'elles sont un peu plus modérées que la plupart parce que il y a cette évidence d'une vision d'un seul être qui apparaît sous la forme de Trump, de Zelensky, de Poutine, de Modi ici en Inde, et de Macron, etc. Et qu'il n'y a pas cette impression euh, de Satan qui serait incarné. Il y a juste un angle de vie qui s'exprime. Donc il y a un grand respect, il y a une grande compassion par rapport à tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas action, je l'ai dit tout à l'heure, il y a action écologique, politique. Je suis concerné par exemple, très touché par la condition des animaux. Donc je suis très au courant, au suivi de L214, par exemple, parce que et donc c'est pas juste des paroles, c'est aussi des actes. Mais je voudrais surtout pas que les gens le fassent parce que Didier le fait, et donc il sait ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Non, je sais pas plus que n'importe qui d'autre. Merci, merci.
Moi, je voudrais en profiter pour faire mon mea culpa parce que j'ai, dans l'histoire de Clément, il y a eu une grande passion pour la politique parce que c'était vu comme un outil d'améliorer la condition humaine. Et, euh, donc, j'ai un peu entraîné tout un tas de gens là-dedans. D'accord. Et à petit niveau, tu vois, au niveau associatif et tout. Mais on va dire que dans mon énergie, il y avait cette croyance pendant longtemps que si euh, on renversait un certain équilibre des forces politiquement, on allait sortir de la souffrance, en fait. Je pense qu'il y avait, dans l'inconscient de Clément, il y avait cette croyance Hmm. qu'il y avait une sortie de la souffrance possible à travers la politique, si elle était faite plus honnêtement, si elle était faite plus dans telle et telle direction. Et un jour, il y a vraiment une prise de conscience douloureuse parce que je me suis dit, mais mince, parce qu'il y a encore des gens qui me ramènent à ça, en fait. J'ai des vieux D'accord. copains qui m'appellent, qui me disent, ouais, t'as vu là, c'est vraiment des salauds, t'es d'accord? Et puis moi, je T'es pas sais sur pas les quoi barricades? répondre. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Et je me suis dit, mince, c'est quand même c'est un peu une voie sans issue quand même. D'autant plus que c'est un domaine très compliqué qui va créer beaucoup de passion, qui va créer beaucoup d'ego dans le sens volonté de contrôle, volonté de manipuler, bah, pour une bonne cause. Enfin, on voit ça dans tous les Et surtout sens. de diabolisation de cela qui est combattu. Au lieu de voir ça comme une polarité et donc une espèce de contraste, ça devient le diable en fait réellement, tu vois. Non seulement tu diabolises ton adversaire, mais toi, tu te vois comme un ange et Mais tu c'est tombes ça. dans le panneau Oui, oui, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions et voilà, les révolutionnaires et les tyrans, ils croient vraiment bien faire. bien sûr. Non pas ça peut m'arriver dans une conversation privée d'essayer de dire, bah, tu vois, celui-là, en fait, on a l'impression qu'il se passe ça, mais en fait, il se passe plutôt ça si tu regardes ça sous un autre angle. Donc, je fais aussi Ouais, des fois un peu de détricotage sur des événements, mais je tiens vraiment à dire, il y a pas, ça reste une voie sans issue, entre guillemets, bien sûr. c'est un phénomène Hmm. parmi d'autres, mais il faut surtout pas en faire avoir un quelconque espoir de résolution C'est ça, du péché originel, en fait. c'est ça. Donc là, Et si résolution il y a, Clément, ce sera la résolution qui passera par cette paix. D'abord, on pourrait dire, de chaque point de vue, de chaque individualité apparente, qui, de ce silence, de cette capacité de transparence, va pouvoir exprimer et rayonner d'une certaine manière le changement ou une plus grande harmonie. À cet endroit-là, donc je ne sais plus qui disait ça, si c'était Martin Luther King ou qui disait, pour obtenir la paix, il faut être la paix. mm, Mais c'est au premier degré, c'est pas une métaphore, c'est pas une parabole. Donc, soyons la paix. Et à partir de là, le monde va changer, de toute évidence. Parce que ce monde-là n'est pas extérieur, il est une expression donc, si c'est une expression d'un point de vue à muter, le monde a muté. mm. C'est ça. Soyons le, soyons, soyons le changement que nous voulons voir Exactement, dans le monde. exactement. Euh, Lorsque tu partages, Didier, tu ne parles quasiment jamais de désir Mhm. ou de préférence, alors que c'est un thème qui est extrêmement présent dans d'autres traditions. Hmm. Euh, Est-ce qu'il y a une explication à cela? Oui, parce que j'ai découvert un petit peu à travers l'enseignement de Ramesh et de Maharaj cette idée que le désir, c'est quelque part équivalent à cette maya qui serait la chose peut-être à éliminer. Donc il y avait quelque chose de très chrétien quelque part là-dedans. Et il était vu avec le temps que le désir en réalité, c'est le moteur de la vie. Ce désir, le désir de respirer permet la prochaine respiration. Le désir du cœur de battre encore une fois permet le cœur de continuer. Le désir d'aller aux toilettes permet de ne pas être empoisonné par nos propres trucs. Le désir de manger permet quelque part, que le corps récupère ce qu'il faut comme élément chimique pour continuer à vivre. Donc, et on peut l'étendre à plein de niveaux, hein, pas simplement au niveau physique, en fait, tu vois. Donc, de faire le désir, avec de mettre le tampon mauvais à éviter, je pense que c'est aller à l'encontre du principe de vie, tout simplement.
Donc, il y a quand même quelque chose de vrai par rapport à cette histoire du désir. Il y a une forme de désir, hein, donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a une forme de désir qui est paradoxalement presque invisible, qui semble bon, pas très grave finalement, parce qu'il y a des désirs, il y a des désirs sexuels, ce serait vraiment très grave. Mais ce désir dont je vais parler, il a l'air complètement ordinaire, ok, c'est pas un problème. C'est le désir de cette continuité de notre propre survie. Moi, désire encore être moi la seconde d'après, la seconde d'après, la seconde d'après. Donc ce désir-là, il est fondamentalement une activité qui est à l'œuvre, une activité de survie de justement quelque chose qui est une forme de souffrance. Et ce désir-là, il est pas vraiment vu pour ce qu'il est. Et si en voyant de façon, j'ose dire, dépassionnée, que cette activité est une activité de souffrance. Donc c'est un peu comme si on se tapait avec un marteau sur notre main sans se rendre compte, et que tout d'un coup on réalise que la souffrance vient de ce geste-là. Donc ce geste de continuité. Donc une illustration, mais je pourrais en donner des dizaines. Une des illustrations, c'est le dialogue intérieur. C'est cette pensée qui tourne en rond, qui raconte des histoires. Pourquoi? Pas pour les histoires, parce qu'on sait bien qu'elles sont idiotes, ces histoires-là, mais pour créer une pseudo-continuité. Et là, il y a un désir de continuité. Donc ce désir-là, fondamentalement, c'est l'activité de Maya. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal, je décris, c'est une souffrance ajoutée et j'ose dire optionnelle en nos vies. Donc ce désir-là est à étudier, mais pas les autres désirs. C'est jeter vraiment tout le monde sans se rendre compte que le désir est en réalité le moteur de la vie, tout simplement. Pourquoi des fois ces désirs ils prennent des dimensions excessives ou névrotiques? Tu vois, comment un élan naturel, en fait, il va finir par devenir une obsession? Donc c'est toujours cette idée de survie. Donc je fais souvent la Hmm. différence dans les ateliers entre la dimension de l'être et la dimension de l'existence. Je dis la dimension de l'existence est une dimension quantitative. Si notre identité est définie au sein de l'existence, de dire j'existe d'une certaine manière, la quantité va avoir donné l'impression que j'existe plus. Donc ça va être une forme de mécanisme de survie, hein, qui va être à l'œuvre. Donc j'achète une voiture chouette, je me sens plus exister parce que le regard de l'autre va me dire que bah oui, je suis quelqu'un de bien, j'ai une belle voiture. Donc je vais acheter après une maison, après je vais trouver la plus jolie épouse que je peux trouver. Et on voit que ça devient névrotique. Pourquoi? Parce que ça essaie de remplir un trou qui se comblera jamais. À cet endroit-là, il n'y aura jamais de satisfaction, il n'y aura jamais l'arrêt du désir. Donc ce désir-là n'est pas le désir pour la voiture, n'est pas le désir pour la maison, c'est le désir de ma propre définition, de ma propre quantité d'existence, et qui ne sera jamais atteint. Donc on voit que des milliardaires, je ne vais pas citer de nom, mais continuent à amasser, au-delà de toute raison, sur même des dizaines de générations, que ça fait plus aucun sens. Mais pourtant, il y a comme cette idée qui dit quand j'aurai mon, après avoir eu 100 milliards, que j'aurai 200 milliards, je me sentirai enfin complet. Il n'y a aucune complétude dans cette direction-là. Ce désir-là est un poison violent. Après, il y a peut-être des milliardaires aussi qui sont en train de jouer, hein. Moi, j'ai l'impression que là, ils Ils jouent. jouent au Monopoly, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y en a certains qui sont dans une logique d'accumulation, mais il y en a d'autres qui sont en mode, ils jouent à bah, Elon Musk. Pour moi, il joue à Civilisation. C'est un jeu vidéo où pour gagner le jeu, il faut partir sur une autre planète. Et il est en train d'y jouer Pour de vrai. réellement, quoi, pour de vrai. Tu parlais un moment de ton expérience à Auroville et tu disais que c'était pas si simple de Non, vivre en communauté. Pas toujours simple. Pourtant, Auroville, moi j'y étais, c'est aussi un lieu qui a des aspects très beaux, très harmonieux. bien sûr. Est-ce que tu veux évoquer ça, justement, cette expérience à Auroville, ou en tout cas, plus généralement, justement, le fait de vivre en communauté ou pas? Alors oui, on peut en parler, c'est intéressant parce que c'est un outil réellement. Donc le premier outil de cette expérience d'Euroville, qui est un laboratoire, hein, c'est vraiment la façon dont ça se définit réellement, c'est de donner du temps et de l'espace à cette exploration de cela que l'on est vraiment. Et parce que dans la vie
de tous les jours, dans cette espèce de roue de hamster, métro boulot dodo, ben, le loyer est cher, donc il faut que je travaille beaucoup pour payer mon loyer, et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps réellement, il n'y a pas d'énergie non plus, tu vois. Donc ici, d'arriver ici, il y a tout qui s'est posé, parce que les besoins sont beaucoup moins grands, et surtout le temps semble un peu plus élastique, il y a de la disponibilité. Donc ça, c'est le premier cadeau d'Euroville, en tout cas de toute communauté dans ce type-là. Et le deuxième cadeau, j'ose dire, c'est la découverte vraiment qu'il n'y a aucune vérité. Ça, tu le vis, mais les premières années, maintenant ça me fait plus rien, mais les premières années, j'étais scotché. Il y avait des thèmes qui étaient abordés sur la gestion de tous les aspects concrets de la vie, les routes, les écoles, les soins, des choses dans tous les domaines, et des décisions qui étaient prises que je trouvais stupides, et des choses que je disais, mais il faut faire ça, mais pourquoi il ne le voit pas, etc. Et donc j'arrivais avec tout prêt, tout neuf, dans ces meetings, où tout le monde présente son point de vue réellement, tu vois, Clément. Et en me disant, bah, je veux leur apporter la vérité. De toute évidence, c'est moi qui ai la vérité. Je vois qu'ils se trompent, c'est sûr, etc. Et je ressortais de ces meetings, mais comme si j'avais fumé un gros joint, parce que je ne savais plus. J'étais complètement Waouh. perdu. Parce que tous les angles faisaient du sens. Quand il y avait disponibilité pour écouter vraiment, quand il y avait respect, quand il y avait écoute réelle, pas juste je défends mon bout de gras, tu vois. Et à un moment donné, cette idée d'avoir la vérité a disparu réellement. Et ça, c'est un cadeau de la communauté quand même, réellement, qu'on n'a pas dans nos vies assistées, tu vois, où il y a des règles, c'est la loi, et puis voilà, la vérité, c'est le code pénal, en fait, réellement, tu vois. Donc là, on est dans une autre dimension, et ça m'a été super utile dans cette exploration de la non-dualité, que déjà, je démarrais, même le message non-duel n'étant pas la vérité, comme le disait Ramesh à chaque fois, euh, est un cadeau incroyable de clarté pour démarrer cette exploration-là, bien sûr. Hum, pour, je sais pas si ça va être pour conclure, mais tu disais tout à l'heure que on allait peut-être reparler de la source. Oui, Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux en parler de cette source oui, dont on ne peut pas parler? bien sûr, Et bien sûr. voilà. Donc on peut en parler d'une façon à reculons. Tu vas, il faut y aller à reculons. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas la voir parce qu'elle n'est pas dans le monde objectif, elle est ce qui permet au monde objectif d'apparaître réellement. Donc cette idée d'en parler va juste donner, on pourrait dire, Ramesh parlait de pointers, donc d'éléments qui vont pointer ces mots-là, mais ces mots-là ne seront pas la source. Ce sont des représentations de la source réellement. Et la source n'est bien sûr, est cela qui est avant tout langage, avant tout concept, avant tout savoir. Donc c'est là où ça devient compliqué d'en parler parce que on a l'impression que chaque fois que c'est une trahison, chaque mot. Hein, le Tao, au début du Tao Te Ching, il est dit tout ce qui pourrait être dit du Tao n'est pas le Tao. Ça veut juste dire que fondamentalement, c'est une forme d'abstraction philosophique, mais qui est très loin de ce que c'est réellement. Donc mon invitation, Clément, puisqu'on en parle, est au contraire d'essayer d'aller de façon, je dirais, positive vers cette source, d'essayer je me dirige vers cela que je suis. Déjà, ça paraît un peu fou parce que c'est déjà le cas. C'est déjà cela qui entend ces paroles. Euh, de juste avoir cette humilité de rester dans ce non-savoir et de juste déblayer tout ce qui n'est pas la source. Donc, quand je dis tout, tout est la source, mais tout ce qui n'est pas, euh, euh, on pourrait dire, tout ce qui semble être une forme d'identité temporaire, spatio-temporelle, etc. Donc, quand on enlève toutes ces représentations, toutes ces définitions, tout ce savoir de ce que je crois être, ou même de ce que je crois savoir qu'est la source, donc ça, c'est la deuxième épine, quand tout ça disparaît dans ce silence, à ce moment-là arrive peut-être une intuition qui dit, mais euh,
cela qui est quelque chose de tellement intime que je peux dire que c'est moi-même. Euh, le mot, même la première expression du je suis fait du sens parce que c'est pas un soi avec un grand S quelque part dans l'espace, c'est l'intimité de ce sujet que je suis. Et il devient visible non pas à travers des concepts, des idées, des descriptions, mais tout simplement du fait que c'est cela que l'on est. Donc c'est un savoir d'un autre type totalement différent du savoir habituel, qui est par ce sujet se sachant directement et pas à travers une forme d'interface de mots, de savoir, de connaissances. Passer du moi-je au je suis. Oui, exactement, exactement, c'est juste ça, c'est pas grand-chose, tu vois. C'est pas grand-chose. Et pourtant, c'est la différence entre, j'ose dire, bon, c'est une métaphore, hein, entre entre le paradis et l'enfer, on pourrait dire quelque part. Merci Didier pour ce temps que tu nous as offert. Ah ben, avec grand, Et grand plaisir. Grand plaisir, euh, Clément. Ben, en plus, on a cette chance de se connaître un peu mieux parce que on a fait un atelier ensemble et on a échangé beaucoup et il y a cette communication. Donc, il y a une grande résonance. Donc, il y a une jubilation parce que je vois tu poses des questions et tu te marres en posant la question parce que tu sais déjà que c'est juste pour danser. Finalement, c'est une danse, tu vois. Et j'adore danser avec toi, Clément. ouais, et puis que voilà, qu'on soit rejoint dans la danse. C'est ça. Oui, dansons, dansons tous, bien sûr. Merci Didier. Avec plaisir, hein, Clément. À bientôt. À bientôt.